Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. On va attendre encore quelques minutes que l'ensemble des personnes qui, euh, qui sont intéressées par notre webinaire se connectent. Et on va en profiter pour remercier Géraldine d'Occitanie Film d'avoir fait la co-organisation de ce webinaire et les petits contrôles techniques pour que tout se passe bien. Avec plaisir. Allez, on continue à le mettre. Bonjour à tous. Je fais un petit coucou à Pascal. Salut Pascal, on s'est connus au Japon, ça fait très plaisir de te voir. Quelle bonne surprise. Moi aussi, ça me fait très plaisir de te retrouver. Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui, c'est formidable. Ok, alors je vous propose de commencer puisque le début va être consacré à une présentation. Aujourd'hui, on va effectivement parler de l'écriture de la série Night Maps et de son pilote. Nous préparons effectivement cette série, Benjamin, Julie et moi, depuis à peu près 3 ans, peut-être un tout petit peu plus. Et on va aborder au cours de cette session les différentes étapes de l'écriture, les différentes strates de l'écriture, comment on s'est retrouvé aujourd'hui à le développer en région Occitanie et effectivement comment nous avons été amenés aujourd'hui à écrire un pilote qu'on va tourner au cours de l'été. On va considérer que si d'autres personnes arrivent, on va les laisser rentrer au fur et à mesure. On va d'abord faire un petit tour de table des personnes qui sont présentes et qui font intervenir. Donc, je vous présente en premier Julie Baranger, co-auteure sur le projet et auteure de l'idée originale de Night Maps. Et je vais la laisser se présenter en quelques mots. Bonjour, donc voilà, moi je suis artiste plurimédia et réalisatrice maintenant, donc je viens plutôt du monde de l'art plastique. J'ai un parcours d'école d'art appliqué et universitaire. Et rapidement, j'ai commencé à réaliser des vidéos de mode, des vidéos d'art et des performances vidéo dans lesquelles je me mettais en scène aussi. Et j'ai passé 1 an et demi au Japon entre 2009 et 2011, qui est un voyage qui m'a beaucoup nourri et inspiré. Le retour a été un peu brutal à la suite de Fukushima, n'est-ce pas Pascal? Et voilà, suite à ça, j'ai eu envie de passer à la fiction, à la narration et de distiller du Japon dans l'histoire que j'allais raconter. Voilà. Merci Julie. Je vous présente également Benjamin Garnier, qui est également co-auteur sur le projet. Benjamin, tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bonjour. Alors moi, je suis donc comédien et scénariste. Je suis venu à l'écriture à travers le théâtre au départ en tant que comédien. Puis au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion d'écrire à la fois pour du cinéma et un petit peu pour la série. Ça m'a permis dans ce laps de temps de rencontrer Arnaud, avec qui on a eu l'occasion de collaborer auparavant à de nombreuses reprises, qui m'a aussi donné l'occasion de découvrir l'univers du jeu vidéo. Et pour ma part, mon lien avec le Japon vient du fait que je pratique les arts martiaux depuis que je suis enfant et que j'ai été toujours passionné par ce pays en lien justement avec les arts martiaux. Et j'ai été cascadeur et chorégraphe pendant un petit moment en parallèle de mon travail de comédien et de scénariste. Voilà. Merci Benjamin. Du coup, c'est à mon tour de me présenter. Arnaud Labaronne, je suis réalisateur et producteur. Alors, à la base, je suis surtout réalisateur depuis longtemps, puisque j'ai commencé ma carrière dans les années 2000 avec du court-métrage, beaucoup de court-métrage, même à l'époque des courts-métrages en 35 mm.
et puis de la télé, de la vidéo. Je suis un gourmand de beaucoup de formats, donc j'ai traîné ma bosse sur beaucoup de productions, y compris lorsqu'on faisait du transmédia et lorsqu'on filmait avec des téléphones portables. Je me suis intéressé évidemment à tout ce qui est réalité virtuelle. Et aujourd'hui, effectivement, avec Benjamin et Julie, on va surtout vous parler d'un format numérique 7 fois 12 minutes, donc assez novateur finalement dans la forme. J'en profite effectivement pour vous dire, pour préciser que je suis également donc producteur et installé en Occitanie depuis 2018, donc c'est tout récent et on développe des projets depuis la Halle Tropisme, lieu des ICC, des industries culturelles et créatives à Montpellier. Alors, on en a fini pour les présentations. Je rappelle 2-3 choses à l'ensemble des personnes qui nous ont rejointes. Vous pouvez bien évidemment, on est un petit comité, donc vous pouvez totalement intervenir pendant que nous parlons pour nous poser des questions. Si vous ne souhaitez pas le faire, il vous reste l'onglet « Converser » tout en bas de votre écran dans Zoom, qui va vous permettre de noter des questions. Et puis comme ça, on pourra y revenir dans la partie consacrée aux questions. Là, on est parti à peu près pour 1 heure à vous déplier en fait l'univers de Nightmaps, et ensuite la demi-heure d'après pour être le fruit de questions. Pour pouvoir continuer cette présentation, je vais vous partager une présentation, voilà, qui va vous permettre de suivre un petit peu. Alors, je vais mettre en plein écran, voilà, qui va vous permettre de suivre le propos pendant ce webinaire. Alors, tout simplement, première chose, hein, effectivement, on a une série qui est assez originale par rapport au territoire, puisqu'on est sur un thriller mystique, sur quelque chose d'un peu underground. On est sur un format court, 7 fois 12 minutes. Le pitch de la série, c'est le suivant. On suit un personnage principal qui s'appelle Jules, qui est en fait un jeune dealer de 20 ans qui n'a pas beaucoup d'avenir, qui est tête brûlée. Et puis, il va recevoir un cadeau pour ses 20 ans qui va considérablement changer le cours de son existence. C'est un tatouage qui va lui être réalisé au bras par un vieux et mystérieux maître japonais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il est tatoué par une langue très particulière qui provient d'une plante, la casséchine, qui va totalement investir ses rêves, qui va commencer à lui parler, à lui délivrer des messages. Il va devenir malgré lui le guide de toute une communauté qui voue un culte à cette plante, la casséchine. Voilà. De l'autre côté, il y a un opposant aussi qui est un laboratoire pharmaceutique et je laisserai Benjamin tout à l'heure l'évoquer. Cette série, c'est aussi quelque chose d'assez hybride entre plusieurs thématiques qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, qui sont le chamanisme, le tatouage, la botanique, la cartographie. Et puis, ce sont des épisodes qui sont conçus autour de visions chamaniques, puisque Jules, à chaque fois qu'il a effectivement une vision liée à la plante, va nous permettre de faire avancer le récit. Et ça, peut-être que Benjamin reviendra un peu, Benjamin et Julie reviendront un peu plus en détail sur ces aspects. Enfin, dernier point pour nous, c'est important de le présenter avec sa dimension écologique, c'est-à-dire, c'est en fait aujourd'hui, pour nous, Nightmap, c'est une métaphore d'une prise de conscience collective sur l'avenir de la planète, et c'est effectivement la nécessité d'un rééquilibrage dans ce rapport homme-nature. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Julie pour nous parler un petit peu de la genèse du projet. Effectivement, quand on s'est rencontrés il y a maintenant 3-4 ans, Julie est arrivée avec ce synopsis, voilà, que je vous laisse découvrir et que Julie va nous commenter. Alors, donc, le synopsis de 2017, donc Jules, jeune dealer marginal, rêveur, dérive dans Paris au gré de son envie,
Je le lis, hein. À la suite d'une nuit d'exploration dans les catacombes, il bascule dans un monde obscur entre rêve et réalité. À son réveil, une étrange éruption cutanée est apparue sur son corps, formant le plan des tunnels où il s'est égaré. Commence alors une suite d'événements marquants et initiatiques dans les villes de Paris, Varsovie et Tokyo, lui laissant des traces cartographiques sur la peau. Jusqu'où ira cette évasion de la ville sur son corps? Jusqu'où le mènera-t-elle? Alors ça, c'est le deuxième début de Night Maps. Avant ce premier début, moi j'avais commencé à écrire un projet de court-métrage en triptyque qui s'appelait à l'époque Les Nuits Ensevelies. J'étais sur un projet qui était en relation avec les thématiques que je développais dans mon mémoire de master sur des sujets d'art plastique comme le paysage, le corps, la cartographie. Donc, j'avais étudié des cartes d'artistes, des performances d'artistes en milieu urbain. J'avais étudié les situationnistes, la psychogéographie des villes. Et tout ça avait beaucoup évolué dans ma tête. Et d'autre part, j'étais rentrée du Japon précipitamment et après la catastrophe de Fukushima. Donc, j'avais envie de prolonger tout mon vécu du Japon à travers un film poétique, une fiction. Et pour finir, j'étais aussi inspirée par un personnage de ma vie que j'avais rencontré, qui vivait beaucoup la nuit, qui était dans des errances. Et j'avais envie d'incarner son attitude, ses déambulations nocturnes, à travers ces concepts que j'étudiais à ce moment-là, de cartographie, de dessin sur la peau, ce qui m'a mené petit à petit à des idées d'irruption cutanée, de dermographie, puis c'est devenu du tatouage. Donc, il y a eu toute une évolution comme ça qui est partie de la peau. Donc l'idée au départ, c'était que le personnage vivait des expériences fortes dans certains quartiers et les expériences s'imprimaient en lui et s'imprimaient sur sa peau. Et finalement, il devenait un peu un monstre, un freak qui finissait par intéresser la science. Il se retrouvait dans un labo au Japon, il était testé par des scientifiques. Voilà, donc j'étais déjà dans un croisement des thématiques, une hybridation des genres. Et j'avais imaginé 3 films courts-métrages, un à Paris, un à Madrid et un à Tokyo. Moi, j'imaginais que c'était un temps passé, un temps présent, un temps futur. Bon, voilà, j'étais dans ces concepts-là, avec la dérive filmée du personnage, d'une ville à l'autre. Et à l'époque, par exemple, on passait d'une ville à l'autre par des passages qui étaient un moyen onirique, en fait. Par exemple, il passait dans un couloir de salle de cinéma et il se retrouvait dans un monastère en Espagne. Donc, on était un peu dans Alice au pays des merveilles, dans du surréalisme. Moi, je viens du monde de l'art, donc j'étais beaucoup plus influencée par ça. Quand j'ai rencontré Arnaud, j'en étais déjà à une version supplémentaire. On était déjà sur Varsovie et non plus Madrid. Il y avait un personnage de chaman avec un arbre tatoué sur le ventre. Et puis, il y avait les catacombes aussi, qui étaient le point déclencheur de cette dérive, de cette bizarrerie, de cette étrangeté du personnage. Donc moi, je cherchais beaucoup des résonances entre les villes et les émotions du personnage. Mon idée, c'était que le corps abrite les images intérieures de la ville et j'essayais de trouver un moyen filmique de montrer ça. Et donc, j'ai écrit aussi, j'avais écrit un synopsis, des intentions, un scénario. Avant de rencontrer Arnaud, j'avais présenté à plusieurs organismes pour tenter d'avoir des aides à l'écriture. J'avais présenté la SACD Beaumarchais, le GREC et la région Île-de-France. Cette dernière, d'ailleurs, avait retenu mon projet à la première commission, mais pas la suivante. Et puis, j'avais même fait un stage de préparation court-métrage. Voilà, donc voilà, j'avais déjà beaucoup avancé. Je pense que venant du monde visuel, je manquais encore de code sur l'écriture. Et quand j'ai présenté ce projet à Arnaud, donc j'ai rencontré Arnaud via des amis communes qui, à l'époque où je cherchais un producteur, qui m'ont dit je pense que ça peut l'intéresser. Arnaud a été tout de suite très enthousiasmé par les thématiques du récit initiatique, du tatouage, de la cartographie, des secrets de famille, du chamanisme. Mais lui, il n'avait pas trop envie de faire du court-métrage, il était plutôt sur un projet de série, car il trouvait ça plus dynamique. Donc, j'ai réécrit mon projet en format série. Petit à petit est apparue une idée de plante venue du Japon. On a aussi été traversé par des idées de parler du nucléaire.
Voilà. Et puis, en fin de compte, il a fallu vraiment simplifier les choses parce qu'il y avait beaucoup d'idées différentes, il y avait beaucoup de personnages. Et donc, Arnaud m'a proposé de m'adjoindre avec Benjamin, qui était déjà très aguerri à l'écriture de séries, de longs métrages, pour essayer d'élaguer un petit peu, d'apporter de la mythologie, de l'adversité et d'être plus dans un film qui serait un format adapté à une projection, soit cinéma, télévision, web, mais qu'on s'éloigne un petit peu aussi du film d'art, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Julie, merci pour cette introduction sur la genèse. Et effectivement, moi, je vais rebondir sur effectivement ce moment où tu es venu me proposer ce projet qui effectivement résonnait pour moi d'un certain nombre de sujets. Effectivement, on s'est aperçu tous les deux avec Julie qu'on avait cet intérêt pour le chamanisme. Mais à l'époque, on n'avait pas plongé le pied encore totalement dedans. Et il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé, qui s'est aussi passé pour Benjamin. C'est des expériences qu'on a pu partager. C'est qu'au fur et à mesure, en parallèle en fait, de l'écriture de cette série, on a commencé à pratiquer réellement le chamanisme. Moi, en particulier, j'ai lu, je pense que ça doit être en 2018, un livre de Laurent Hugely, qui est un chaman français et suisse. Et en fait, il a écrit dans un de ses livres quelque chose qui a fait un déclic chez moi. Il a écrit le meilleur chaman pour chacun d'entre nous, ce n'est pas celui qu'on va chercher en Amazonie, qui va peut-être effectivement vous fournir une expérience un petit peu spectaculaire, une expérience un petit peu touristique même, mais finalement, c'est le chaman qui habite près de chez vous, parce que le chaman qui habite près de chez vous, il a vos codes culturels, il va pouvoir décrypter votre être, votre âme, et il va pouvoir finalement vous aider à la guérir plus facilement. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai tout de suite appliqué. Voilà, j'ai tapé chaman Paris et ça a été le début d'une rencontre avec un chaman qui s'appelle Pascal Martin, qui est d'ailleurs en train de fonder ce qu'on appelle aujourd'hui la Shamanic School, et qui, Julie comme moi d'ailleurs, et un peu Benjamin aussi, nous a fait pénétrer effectivement dans la pratique chamanique, alors trouver son animal totem, etc. Et forcément, il y avait forcément des résonances avec ce personnage de Jules qui lui aussi est initié au fur et à mesure finalement à ces visions chamaniques, alors qu'il n'en a pas du tout les codes. Et ça, c'est ça qui est passionnant dans notre série, c'est qu'en fait, on va amener au fur et à mesure, touche par touche, chez ce personnage de Jules, d'abord une espèce d'incompréhension par rapport aux messages, aux visions qu'il reçoit, aux sensations nouvelles que ça libère chez lui, un refus en fait de les vivre et de les admettre, et puis ensuite, au fur et à mesure, et ça sera l'occasion du développement de la saison 1, mais aussi de la saison 2, de la saison 3, c'est-à-dire que finalement, cette capacité qu'il va avoir à décoder ces visions chamaniques, à se les approprier, à savoir rentrer dans des états de conscience modifiés pour être acteur de sa pratique chamanique et non plus spectateur ou simple receveur. Et c'est pour ça que effectivement, dans le Pro Bono Nightmare, c'est Benjamin va un peu détailler ça. On a des guides, on a des chamans, voilà, on a tout un tas de typologies de membres dans notre communauté secrète. Voilà. Alors, à part effectivement l'aspect chamanique, il y avait d'autres aspects qui m'intéressaient dans le projet de Julie, en particulier toute cette histoire de tatouage qui n'était pas forcément présente au départ et qu'on a finalement accouché, qu'on a fait éclore, parce que c'est devenu effectivement une évidence que le personnage devait être tatoué, et puis que c'était à travers de ce tatouage que finalement allait s'écrire beaucoup de codes de notre mythologie, puisqu'on a, pour chacun des membres de notre communauté, on a effectivement des tatouages différents en fonction des fonctions dans la communauté. Et puis, il y avait l'aspect botanique également. Sur l'aspect botanique, effectivement, on a eu très envie d'aller vers une plante
Et pour autant, on n'en a pas fait, un psychotrope classique, c'est-à-dire que nous aussi, après avoir lu beaucoup d'ouvrages sur le chamanisme, en particulier les ouvrages de Jérémy Narby, ou Narbaï, je ne sais jamais comment on dit, on a eu envie d'une plante, mais qui ne soit pas ni comme l'iboga, comme l'ayahuasca ou comme le peyote, une plante à valeur psychotrope, mais quelque chose d'un tout petit peu plus original. Et on a imaginé cette histoire d'encre de tatouage qui, une fois inoculée finalement dans le sang de Jules, il reste, squatte en fait l'âme de Jules et diffuse ses messages. Voilà, donc pour toutes ces raisons, effectivement, on a eu très envie avec Julie de travailler ensemble et à un moment, pour bien se répartir les rôles entre la production, la réalisation et l'écriture, on est allé chercher un troisième larron qui va pouvoir un peu développer lui aussi sa participation au projet dans un instant. C'est Benjamin Garnier, parce qu'effectivement, Benjamin, c'est quelqu'un qui est capable de développer des scénarios très vite, de trouver très vite des références mythologiques complexes, de les simplifier pour les adapter à l'écriture. Et Benjamin, je te propose tout simplement maintenant de développer cette partie à ton tour. Alors, pour raconter un petit peu le point de départ, effectivement, quand je suis arrivé sur le projet Nightmap, il y avait une véritable arborescence d'idées avec beaucoup de directions, beaucoup de potentialités qui étaient passionnantes, mais il y avait à la fois le fait de devoir faire des choix par rapport au format, par rapport au fait de déterminer, à partir du moment où on commençait à s'orienter assez vite vers une série digitale, il fallait être assez efficace par rapport au récit, à savoir avoir des épisodes qui ont un format récurrent dans lequel on va pouvoir un petit peu faire évoluer toute cette problématique-là, mais en étant resserré par rapport au fait de créer très vite une mythologie qui soit intelligible et des codes qui soient compréhensibles par tout le monde. Et autre paramètre, c'était de pouvoir déterminer un genre. Moi, j'avais l'occasion auparavant de faire 2 autres séries digitales dans l'univers de la SF. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'on appelle le cinéma ou la série de genre au sens large. Et c'était déjà un des premiers enjeux de Nightmap, c'était de travailler sur le genre, parce que le genre permet toujours de creuser une idée thématique qui va le nourrir. Un exemple que je prends souvent, par exemple, par rapport à ça, c'est l'horreur donne la possibilité de travailler sur la dimension psychologique. Mais au sein de l'horreur, par exemple, le film de zombies est très souvent associé à la dynamique, à une réflexion sur la politique ou les rapports sociétaux, parce qu'on parle de la loi du plus fort. Là, dans ce cas précis, comme c'était de l'anticipation, c'est soit de parler d'une éventuelle évolution concrète du monde, soit de travailler sur un postulat fantasmé. Dans le cadre de cette communauté associée à une plante, alors on va pas forcément raconter toute l'histoire de la communauté, parce que c'est une histoire qui remonte assez loin dans le temps, c'était comme il y avait aussi cette volonté de parler d'écologie, c'était de créer 2 groupes, un groupe qui vit vraiment en synergie avec la nature et un groupe qui, au contraire, va être la manifestation de l'homme qui va à l'encontre de son environnement et qui va participer à sa destruction, en tout cas au fait que que les problèmes deviennent de plus en plus importants. Et c'était de travailler vraiment sur le principe de l'homéostasie. L'homéostasie, c'était un petit peu le fil conducteur de la mythologie, c'est le fait de parler d'un environnement qui, quand il ne s'occupe que de lui, c'est-à-dire un jardin par exemple qu'on laisse en friche, toutes les parties vont être à l'équilibre, vont suivre un cycle où les plantes vont fonctionner les unes par rapport aux autres, les insectes, la pollinisation, etc. Et c'était justement de créer cette mythologie du groupe qui est autour de la plante Caissetchin, autour de ça. Le Caissetchin, c'était une plante, ça a toujours été une plante miraculeuse pour nous, une plante qui pouvait être une plante de soins. Et tous les gens qui y sont associés ont une fonction spécifique. Le guide est celui qui peut trouver la plante. Donc, ça va être le rôle du protagoniste principal. Sans guide, pas possibilité d'accéder, on va dire, à la matière première. Son pendant féminin est chaman, c'est elle qui peut interagir avec la plante, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent exercer leur pouvoir s'ils ne sont pas
tatoués au départ par donc un tatoueur qui va déjà les choisir et les sélectionner. Les scribes vont permettre à travers l'histoire du temps de savoir qui fait quoi, quelles sont les dernières localisations présumées des plantes et on va dire un petit peu faciliter tout ce travail et participer à la création de la mythologie. Et tout autour de ça, il y a les disciples. Et toute cette communauté fonctionne vraiment en symbiose. Chaque personne a besoin les unes des autres et chacun accepte qu'il va occuper une fonction spécifique, que cette fonction est extrêmement nécessaire, mais que sans les autres, il n'existe pas. Donc, c'est vraiment, on va dire, un rapport à un thème sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est la théorie Gaïa, qui est le fait de dire que de voir la Terre comme un organisme qui fonctionne en symbiose et où la vie protège la vie. Et on a de l'autre côté un opposant qui est un laboratoire pharmaceutique et qui est un peu une métaphore des problématiques de l'écologie contemporaine, qui est de dire, nous, on veut tout de suite et on ne veut pas qu'on nous pose de limites. Et à partir de là, ce laboratoire va refuser le fait de dire que la plante ne peut être récoltée que dans une infime partie, au risque sinon de la détruire, à certaines saisons, enfin voilà, de casser complètement l'équilibre naturel. Et notre personnage principal, Jules, est vraiment un pendant de ça au début de son histoire. Il est dealer, il est dans les paradis artificiels, il est dans le fait de dire qu'il veut tout de suite. Et plus il va avancer, plus son déroulé va devenir un miroir par rapport à celui de son adversaire. Voilà, pour la structure narrative. Merci Benjamin. On est un petit peu en avance, donc peut-être que tu peux nous détailler peut-être un tout petit peu plus le côté structure lié à la série. Je pense que nos auditeurs veulent peut-être en savoir plus sur comment toi tu t'appropries le rythme, comment tu t'appropries l'écriture un petit peu spécifique de la série qui est un petit peu plus rapide que la fiction en général. Alors là, c'est une série et c'est en plus de ça une série digitale, donc ça crée vraiment quelque chose de très particulier par rapport au rythme. C'est que à la seconde où on installe une information, on a un temps très court pour la développer ou la challenger. Et au moment où on a eu l'occasion de le faire, il faut apporter un élément qui va être un cliffhanger, un moment où on se dit qu'il va y avoir un vrai rebondissement, une vraie interrogation qui va être posée et qui va permettre de donner envie de regarder l'épisode suivant. Et une autre particularité de la série digitale, c'est que comme c'est des formats très courts, même si on peut complètement binger, regarder d'affilée des séries très très longues de format, enfin plus longues de format 20, 40 ou 52 minutes, il arrive assez souvent que les séries digitales soient parfois vues pratiquement d'une traite, comme on le ferait pour un long métrage, parce qu'une série de 7 à 10 minutes sur une dizaine d'épisodes, ça va correspondre peu ou prou à une structure cinématographique. Donc l'idée, c'était aussi de créer cette série en se disant qu'il y avait une possibilité de se dire vraiment à chaque fin d'épisode, on a une capacité à rebondir, mais sans avoir on va dire, de trou d'air pour se dire qu'on a envie de regarder la continuité assez facilement. L'autre paramètre, c'était qu'au sein de ça, alors que ça, c'est vraiment une série très, très continue dans sa narration, il y avait le principe un petit peu feuilletonnant qui était de pouvoir raconter le ou les personnages et leurs quêtes à travers les visions chamaniques et de construire une forme de puzzle à travers ça qui permettait vision après vision de raconter aussi bien le récit, parce que c'est la quête d'un groupe de personnages qui vont essayer de trouver une plante, mais c'est évidemment aussi le parcours initiatique de Jules et la possibilité grâce à ça de permettre au public d'accéder à l'univers et d'en comprendre les codes. Donc c'était vraiment aussi ça, c'est de travailler chacun de ces épisodes comme un petit caillou sur la route qui permettait, à la fin de la première saison, parce qu'on a déjà des pistes sur la deuxième et la troisième saison qui sont assez élaborées et assez ambitieuses, de permettre aux gens qui allaient découvrir l'univers de bien en comprendre les codes et à partir de là, de pouvoir aller vraiment un cran au-dessus. Voilà. Ok. Alors, ce que je vous propose justement, tu parlais effectivement de tous ces épisodes de la saison 1. Moi, je vous propose du coup un petit break vidéo
pour voir un extrait, enfin ce qu'on appelle notre story mood, c'est-à-dire qu'en fait, on a réalisé pour vulgariser l'histoire qui va se dérouler dans ce pilote. On a créé une petite vidéo de 2 minutes qui raconte, avec des images prises sur Internet, les différentes phases de ce pilote. Voilà. Puis juste après, on aura une deuxième vidéo qui raconte en fait toute l'aventure de la préparation de cette série et qui évoque également le financement participatif dans lequel nous sommes en ce moment, la campagne. Alors, j'ouvre voilà, la vidéo. Normalement, vous devriez voir tous sur votre écran Nightmap Story Mood s'afficher. Et c'est parti pour 2 premières minutes de vidéo. À tout de suite. Alors, voilà pour ce premier partage où effectivement on évoque bien dans cet épisode une première vision chamanique liée à la plante. Au moment où finalement il est tatoué, Jules effectivement a cette première vision qui est un rêve prémonitoire qui va lui permettre d'échapper effectivement à l'entrée des opposants dans cette histoire également. Effectivement, ça c'est un des exemples des modes opératoires, des modes de langage de la plante que Julie va nous détailler tout à l'heure, puisqu'on a imaginé tout un langage pour cette plante. Je vais maintenant vous partager une deuxième vidéo voilà, qui remet un petit peu le projet dans la perspective voilà, de toute l'aventure, en fait, qui résume un petit peu toute l'aventure jusqu'au tournage, nous l'espérons, cet été. C'est parti.
Alors, voilà, on reviendra tout à l'heure sur la campagne de financement participatif, qui est qui pour nous est un vrai moment d'écriture aussi, en fait, de toute cette aventure, puisque c'est le moment où effectivement on délivre au public tous les éléments d'écriture, de pilote, de personnages, d'arc narratif. Donc en fait, ça nous a demandé de beaucoup d'efforts d'écriture finalement, rien que pour délivrer au public. Avant de laisser la parole à Julie, je voulais préciser que la musique que vous venez d'entendre dans ces deux vidéos, ce n'est pas la musique originale de Nightmaps, mais c'est la musique faite par ceux qui vont la créer, les musiciens Tofi et Vorace, qui sont des artistes montpelliérains avec lesquels nous travaillons. Alors, je vais repartager mon écran pour pouvoir passer la parole à Julie Ouais. et que tu puisses nous parler de ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le langage de la plante. Voilà, on est reparti sur cette présentation que je mets en plein écran. À toi Julie. Alors, on est dans une inspiration. Tu peux peut-être remettre celle d'avant. Oui. Voilà. Okay. On est dans une inspiration japonaise, asiatique en tout cas, avec les estampes, les gravures, les aquarelles et la vie, et aussi une inspiration de botanistes, c'est-à-dire les planches botaniques qui sont plus une étude occidentale où on va dessiner très précisément une plante, lui donner un nom latin, un nom savant. Donc on avait vraiment envie d'hybrider de mélanger toutes ces influences avec la cartographie, qui est un langage très contemporain, qui se rapproche aussi du langage numérique de nos GPS. Et donc, c'est aussi une manière de voir le monde d'en haut, en fait, d'avoir un point de vue. C'est l'œil de Dieu, finalement, c'est l'œil qui regarde le monde de tout en haut et qui observe les petits humains. Donc, on est à la fois dans cette vision spirituelle et dans cette vision microscopique. Pour moi, on est dans le macro et micro, à la fois dans l'histoire et dans la recherche graphique. Donc, on avait envie d'inventer une plante qui soit quand même assez jolie. Donc, on est parti sur une fleur. Et en fait, je me suis intéressée à plusieurs plantes. La Gloriosa superba, qui est une fleur exotique. La Lycoris radiata, qui est une fleur japonaise rouge, très très belle, avec des longs pistils qui poussent près des cimetières, près des cours d'eau, qui est déjà un petit peu connoté mystique, proche de la mort. Et la passiflore, qui a une organisation architecturale très intéressante. Donc voilà, l'idée c'était de s'approprier différentes caractéristiques florales et d'inventer une plante qui aura elle-même son propre fonctionnement, sa propre reproduction, voilà. Et donc moi je suis partie aussi dans des recherches graphiques, de dessins, de la vie, d'encre. Et petit à petit, donc, on arrive à ce tatouage qui va être sur le bras de Jules. Donc, c'est le tatouage de la fleur. Et au moment de sa première vision, au moment où il est tatoué, où l'encre commence à faire effet sur lui, on a cet aspect un petit peu vaporeux qui va s'évaporer de son tatouage. Donc là, on est plus dans un vocabulaire de pinceau chinois, d'encre de Chine,
Et donc, on va avoir cette évaporation, puis petit à petit, quelque chose d'un petit peu visqueux qui va s'épaissir, qui va se transformer et qui va devenir une sorte de liane, une liane filante, tombante, avec une certaine lourdeur, avec ce côté un petit peu humide. Donc, on a cherché du vocabulaire, on a cherché des images pour définir cette plante qui, petit à petit, allait prendre… donc, on est parti d'un tatouage, on s'est évaporé, on est maintenant dans une liane qui va prendre différentes formes. Donc, parfois racines, lianes, branches, elle peut aller jusqu'à devenir un arbre, elle va avoir des petites feuilles, des fleurs qui poussent de part et d'autre. Donc voilà, on est vraiment sur cette poussée végétale qui est la vision de Jules. Et on avait aussi besoin d'élaborer tout le vocabulaire de la communauté secrète, puisqu'ils ont des codes entre eux. Et ils ont des tatouages qui leur confèrent un rôle précis. Donc, par exemple, les chamans, ils ont un maillage sur les mains. Donc, comme vous pouvez le voir là sur les dessins, le maillage, c'est aussi un symbole de l'imbrication de l'univers. Le guide, il a le tatouage de la plante. Et les disciples, ils ont le Enso, c'est ce cercle non fini qui est en fait un motif, un symbole asiatique qui représente le début, la fin, le vide et le plein, qui est déjà une notion philosophique en soi. Et puis, on a aussi tout l'aspect sur la peau de la dermographie, c'est-à-dire un petit peu comme les scarifications, là, comme ça fait du relief. Et d'autre part, on aura aussi un travail sur la nécrose, parce qu'on va avoir parfois le tatouage qui tourne mal, mais on ne peut pas trop vous en dire pour l'instant. Et la cartographie végétale, donc ça, c'est un aspect très important, c'est qu'en fait, notre héros va petit à petit décrypter les informations de la plante et avoir des informations plus précises qui vont devenir des cartographies sous forme végétale. Et là, en fait, on s'est beaucoup inspiré du mycélium. C'est des découvertes finalement assez récentes en botanique, le Wood Wide Web, qui est tout le réseau de filaments dans les sous-sols des forêts. C'est des petits champignons qui permettent à toutes les plantes de différentes espèces de communiquer entre elles, de se nourrir, de s'informer de l'arrivée d'insectes ravageurs, de sécheresse, de manque d'eau. Et donc, on va essayer de réutiliser à la fois ce que ça symbolise et ce fonctionnement en filament, en réseau très arachnéen pour parler de cette cartographie que notre guide devra apprendre à déchiffrer. Et d'autre part, donc on a complètement personnifié cette plante qui devient un personnage dans Night Maps. C'est pourquoi on a fait appel aussi à Tofi, qui devient la voix de la plante, cette voix très sirène, et qui permet d'incarner davantage la plante. Tofi, du couple formé par Tofi et Vorace, qui sont donc les compositeurs et musiciens de la série. Voilà. Je vais à nouveau donner la parole à Benjamin. En fait, il y a quelque chose finalement qui n'était pas tellement prévu quand on a commencé l'écriture de Night Maps. C'est cette impression qu'on a eue pendant le Covid et au sortir du Covid de coller totalement à l'actualité. Et Benjamin, si tu le veux bien, tu vas nous présenter un peu cet aspect qui a un peu influencé notre écriture. Il y avait effectivement une problématique qui arrivait assez rapidement, même si on avait commencé peut-être un an auparavant, un an et demi auparavant. 2 ans. Te concernant, Benjamin, effectivement, et nous, ça faisait effectivement 3 ans. Voilà, exactement. C'était le fait de voir cette pandémie, la vitesse à laquelle elle s'est développée et elle est devenue mondiale, et les conséquences que ça a eu, comme le confinement, et dans les conséquences qu'il y a eu, c'était aussi la réflexion que ça a généré chez pas mal de gens de voir que dans certains cas, ça a développé au contraire un petit peu plus de repli sur soi et d'individualisme, et à contrario, pas mal de gens qui ont commencé à exprimer le fait de se sentir un petit peu plus connecté ou interconnecté, ou avec une volonté justement de faire des choix dans le fait de tenir un petit peu plus compte
aussi bien les gens qui sont autour d'eux, leur voisinage, on va dire, ou peut-être en allant un petit peu plus loin, l'humanité dans son ensemble, et de s'interroger un petit peu sur ce lien qu'on finit un petit peu par oublier, notamment quand on vit dans des grandes villes. Et dans cette prolongation-là, il y avait aussi cette idée dans les différentes théories qui existent, sur le fait de dire qu'à partir du moment où une pandémie explose comme ça représente, on va dire, un marqueur civilisationnel, parce qu'on joue un petit peu plus à l'apprenti sorcier, parce que l'environnement dans lequel on évolue se dégrade, et que une pandémie comme celle-ci est peut-être une pandémie parmi un certain nombre d'autres grandes problématiques qu'on va affronter dans le temps, sur ce qu'est la qualité de l'air, sur ce qu'est l'accès à l'eau, sur ce qu'est la raréfication de l'espace, les problématiques de nourriture dans un monde qui se développe de façon exponentielle. Et c'était aussi une des grandes problématiques de fond de Nightmaps et de son développement, c'était de voir un petit peu dans quelle mesure le personnage de Jules représente, on va dire, ce syndrome de moi, l'écologie ne me concerne pas, et la problématique de tout un chacun ne me concerne pas, parce que déjà, moi, j'ai bien assez à faire avec ma vie, je ne sais déjà pas quoi en faire, et surtout, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc, je suis de toute façon freiné par le fait qu'il y a une inertie collective qui fait que pourquoi je devrais porter ce rôle-là. Et la prolongation de ça, c'est une phrase de Joseph Campbell que j'aime beaucoup, qui dit mais qu'est-ce qu'un océan si ce n'est une accumulation de gouttes d'eau? Et au fur et à mesure de son parcours, il se retrouve investi d'un rôle qu'il a complètement envie de refuser, mais plus il va se retrouver investi là-dedans, plus il va trouver du sens et littéralement de la connexion aussi bien aux gens qui vont l'entourer qu'à la plante et à la nature au sens large. Et c'est aussi la possibilité de donner à travers un personnage la possibilité de regarder un petit peu le monde végétal et le monde, on va dire, l'écologie et l'écosystème global avec un petit peu plus de hauteur, et de comprendre un petit peu les échanges qui sont très très nécessaires et qui vont tous nous nourrir et tous nous impacter. Et de mettre en avant qu'au contraire, le grand adversaire et ennemi est quelqu'un qui va complètement être dans cette logique de dire moi, si je peux bénéficier de cette plante, de ses effets, ou éventuellement d'un point de vue pécuniaire de ce que ça va rapporter, dans 20 ans, je serai peut-être plus là, donc pourquoi je vais m'intéresser à la propagation de tout ça, aux conséquences que ça va avoir, à la terre que je vais laisser derrière moi? Et une des réponses qu'offre cette série, justement, c'est de réfléchir sur le fait de si cette plante n'est pas préservée, si ces plantes ne sont pas préservées, elles vont péricliter, et tout ce qui pouvait être réellement une source de bienfaits va disparaître et entraîner après ça des conséquences de plus en plus dramatiques et désastreuses qui vont être le cœur des saisons suivantes. Voilà. Merci Benjamin. Et là, effectivement, on comprend un peu mieux l'arc narratif de Jules, en fait, puisque tout à l'heure, on en parlait comme un jeune de 20 ans sans ambition. On imagine effectivement l'épaisseur du personnage, ce qu'on va lui donner au fur et à mesure des saisons, parce qu'il va porter effectivement cette thématique écologique dans son ensemble, étape après étape. Alors, je voudrais finir par la dernière étape en fait, qui concerne l'écriture. Pour nous, et ça nous concerne aussi beaucoup, Julie et moi, sur la co-réalisation, mais ça a aussi des influences sur la série, c'est la confrontation réelle, c'est-à-dire aujourd'hui sur le territoire en Occitanie, confronté au décor que nous choisissons, il y a forcément une influence sur l'écriture. Alors, je suis à nouveau en train de vous partager mon écran pour vous faire voyager un petit peu en Occitanie, dans les endroits que nous avons repérés, ici en particulier à Toulouse, dans différentes rues, différents espaces que nous avons repérés, qui vont être les scènes en fait de déambulation, de deal. C'est vraiment le point de départ du personnage. Il vient vraiment de cet univers-là. Et puis, si mon système veut bien fonctionner, voilà. Le deuxième décor qui est repéré, hein, on en est encore à
à l'étape de choix de décor, mais c'est a priori le décor qu'on choisirait. L'ancienne université Daniel Fauché, qui avant réhabilitation pourrait devenir le décor de notre fête, fête dans laquelle on va avoir besoin de mettre en scène l'arrivée de Jules, des scènes de fête avec beaucoup de figurants, et puis le salon de tatouage. Voilà, c'est ce genre de décor finalement avec une résonance très urbaine, mais dans des endroits plus végétalisés qui nous ont beaucoup plu parce que finalement, on y retrouve cet ADN de Night Maps qu'on définissait au fur et à mesure. Bon, ça, c'est un petit peu les vues de Toulouse qu'on exploiterait avec des prises de vue par drone, mais ça devient de facto la première empreinte cartographique de la série. C'est cette dimension de découpage de rue et en même temps l'incursion du végétal à l'intérieur de ce paysage. Voilà. Alors, on a d'autres décors qui sont susceptibles, pas pour le pilote peut-être, mais dans la suite de la série, d'être exploités, comme l'abbaye d'Aniane, qui pourrait devenir un autre décor de certaines séquences de Night Maps, et puis bien sûr des décors dont on a très envie parce qu'ils sont dans l'ADN de notre projet, le canal du Midi, ses péniches, la fin de la saison dans un jardin japonais, parce qu'il y a effectivement un jardin japonais à Toulouse. Voilà. Donc ça, c'est pour effectivement vous raconter qu'aujourd'hui, entre Toulouse et Montpellier, on a pas mal de décors intéressants qui, à chaque fois, vont re-influencer l'écriture et l'écriture des scènes, le découpage technique, etc. Et puis, on va aller forcément y exploiter dans ces décors une identité qui est sur le territoire, une identité de contre-culture urbaine, qui est d'ailleurs assez partagée entre Toulouse et Montpellier, une identité de végétalisation. À Montpellier, il y a même un permis de végétaliser dans les villes. Il y a une rue Roucher où la végétation est très présente. Donc, on s'inspire en fait énormément du territoire, de ces politiques d'urbanisation, mais aussi de végétalisation pour nourrir la fiction. On en arrive un peu à l'heure de la conclusion. On a effectivement déplié un petit peu toute notre manière de travailler au niveau de l'écriture. Vous avez pu constater d'ailleurs que les approches que nous pouvons avoir, Julie, Benjamin et moi-même, sont des approches extrêmement différentes. Donc, vous imaginez la richesse que peut être nos échanges quand nous en avons, quand nous arrivons à parler la même langue et à nous rejoindre pour créer Night Maps. Voilà, Night Maps va être le fruit de toute cette richesse aussi, ces échanges entre nous, le territoire, et aujourd'hui, l'engouement de tous les gens qui nous soutiennent. Comme je le disais tout à l'heure, on a, pendant la campagne de financement participatif, décidé de délivrer un certain nombre d'éléments au public. Et il a fallu pour cela écrire, travailler sur l'écriture. Et en fait, excusez-moi, il a été important pour nous aussi de contacter la presse, d'avoir des soutiens marquants à travers la campagne de crowdfunding. Et quand on a reçu effectivement le soutien d'Yann Kounen, quand on a reçu le soutien de l'INRES au niveau national, ça a été quelque chose de très intéressant pour nous, qui prolonge un petit peu notre effort. Tout ça pour effectivement vous présenter un petit peu là où nous en sommes au niveau de la campagne de crowdfunding. Nous avons effectivement réussi à réunir 87% de notre objectif. Et il nous reste quelques heures, je pense qu'il reste 31 heures maintenant sur cette campagne de crowdfunding. Alors, on va évidemment accélérer toute la communication autour de ce projet. Et si ce projet vous a plu, on vous remercie éventuellement de contribuer évidemment à la hauteur de vos moyens, mais aussi d'en parler autour de vous, de continuer à diffuser l'information, parce qu'on est certain qu'en agrandissant au fur et à mesure les cercles d'influence autour du projet, on va pouvoir toucher un maximum de monde. Voilà, on en a fini pour effectivement
toutes les étapes d'écriture de Night Maps. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, je vais arrêter de partager ma présentation. Ce qu'on vous propose, c'est éventuellement de nous poser des questions en live, d'allumer vos micros pour qu'on puisse échanger, ou bien à minima de vous laisser, de laisser nos mails, de laisser vos mails dans la partie conversation pour que nous puissions vous recontacter si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour. Oui, je voulais peut-être expliciter un peu, enfin vous demander un petit peu, et notamment à Julie, de préciser un peu comment justement la série a évolué, puisque au début, apparemment, tu partais du côté très urbain, cosmopolite, capitale du monde, avec des expériences à Tokyo, à Paris, à Madrid, tout ça. Et donc, est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir découvert la région Occitanie qui a provoqué l'ajout des thématiques plus botaniques, écologiques, tout ça, ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà en germe avant ou qui a été justement ajouté par la rencontre avec Arnaud et Benjamin? D'accord. Alors en fait, oh, ça a quitté? Vous êtes là? Je suis toujours là. Ah non, j'ai une fenêtre qui a surgi, j'ai cru que ça avait quitté. Comment ça a évolué tout ça? En fait, pour moi, l'histoire des villes, le côté urbain, ça a toujours été très important qu'il y ait la nature dedans et qu'il y ait l'esprit des villes. Et en fait, je me suis aperçue que tout ce que j'élaborais sur la psychogéographie, les situationnistes, les dérives, c'était une histoire d'invisibles, de mondes invisibles. Alors pour moi, je le rattachais plus à de l'inconscient et cet esprit des villes et ce côté assez poétique, petit à petit, m'a rapproché de la nature, de la communication avec le monde végétal et avec le chamanisme. Et j'avais très envie que toute cette histoire se situe en ville parce que finalement, le chamanisme urbain, c'est quand même une notion assez nouvelle. Quand on parle de chamanisme, on pense aux steppes d'Asie, on pense à la forêt amazonienne. Et comme disait Arnaud, on ne pense pas forcément aux chamans qui habitent à côté de chez nous. Et pourtant, les esprits sont partout, le chamanisme est partout. Il a longtemps été écrasé par les religions monothéistes. Il est en train de revivre petit à petit. Et donc, nous, à travers ce projet, on contribue à le faire revivre. Et par rapport au lieu de tournage, alors moi, j'étais vraiment partie pour un tournage parisien. Au départ, c'était écrit pour Paris. Donc, je ne te cache pas que le départ de Arnaud à Montpellier a changé les choses. Petit à petit, il s'est beaucoup implanté là-bas. Il m'a fait voir tous les intérêts de la région Occitanie. Bon, je n'ai pas non plus tout visité, mais disons que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et donc, je me suis dit, oui, finalement, on peut transposer cette histoire ailleurs parce que en fait, c'est une histoire assez universelle. Et l'Occitanie présente effectivement plein d'avantages, comme Arnaud en a parlé, parce qu'il y a aussi la proximité d'une nature très forte, et puis il y a aussi des communautés chamaniques là-bas. Donc voilà, petit à petit, on a déplacé la série en Occitanie. Ouais. Mais au début, c'était plutôt écrit pour Paris. Je voyais d'ailleurs un film beaucoup plus gris, et maintenant, il est en train de devenir beaucoup plus ensoleillé. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Je te remercie. Et après, justement, le fait d'avoir… enfin bon, Arnaud, donc tu le connaissais déjà avant quand tu étais sur Paris. Ouais. Et donc, Benjamin a aidé plutôt à structurer tout ça, peut-être à passer de quelque chose d'un peu moins poétique, un peu moins abstrait, à quelque chose de plus, voilà, avec comme tu Oui. expliquais tout à l'heure, Benjamin, une mythologie avec tout ce côté-là, Oui. les deux groupes différents et le parcours du personnage principal, voilà, à concrétiser ça un peu.
Ouais, c'est ça? c'est-à-dire que le travail de Benjamin, ça a permis de structurer, de dégraisser un petit peu aussi, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'idées, j'avais envie de faire plein de choses. C'est un peu comme quand on fait une peinture et qu'on veut tout mettre dedans, à la fin, on ne voit plus rien, donc il faut mieux en faire plusieurs. Et donc, ce que Benjamin nous a apporté aussi, c'est toute cette histoire de la théorie Gaïa, en nous proposant que cette plante soit le point central aussi de l'histoire. Et petit à petit aussi, il y a eu l'adversité. C'est-à-dire que moi, dans ce que je proposais, il n'y avait pas vraiment d'adversité. On était dans une dérive, on était dans effectivement quelque chose d'assez poétique, mais ça manquait un petit peu de challenge, peut-être, ça manquait de rebondissement. Et puis, il fallait aussi trouver tous ces cliffhangers dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, quand on arrive à la fin d'un épisode, il faut qu'on soit vraiment tenu en haleine pour avoir envie de voir le suivant. Moi, c'était des choses que je ne connaissais pas très bien. Donc, notre collaboration a vraiment donné une autre dynamique à Night Maps. Et puis aussi, il a apporté certains personnages qu'on ne vous a pas encore dévoilés, mais certains personnages qui vont tisser le récit et apporter toute la backstory des personnages, leur histoire familiale. Voilà. Et pour répondre peut-être, Pascal, à une deuxième partie de ta question sur effectivement les différents lieux de la série, et ça c'est quelque chose sur lequel on a discuté avec Benjamin dès son arrivée sur le projet. Là, je peux confier que c'est aussi le directeur d'écriture qui a écouté le producteur, qui s'est dit en fait, on va d'abord faire simple. C'est effectivement notre première série pour la société Idéal Film Prod. Donc après beaucoup de réalisations d'autres types, c'est la première fois qu'on se confronte à ce format. Et on a essayé d'enlever certaines difficultés, dont un tournage international tenté avec dans plusieurs 3 pays. Ouais, à notre grande déception, hein, parce que Arnaud est complètement fou comme moi, il était prêt à partir, on y va. Disons que Benjamin a été un peu plus terre à terre, nous a ramené à la réalité mais oui, mais vous savez, pour convaincre des gens de vous donner de l'argent pour tourner à l'étranger, ce serait bien de commencer déjà par un tournage sur place, on verra après, quoi. Oui, on avait envie de développer une série de qualité en France plutôt qu'une série à l'arrache dans le monde entier. Voilà. Et il y a une autre problématique qui est toujours un petit peu contraignante, mais qui doit être prise en compte, c'est que il n'y a rien de plus frustrant que de commencer une série qui ne va pas au bout. Et une des problématiques, c'était de pouvoir développer la première saison de Night Maps en se disant on va au bout d'une idée qui a un début, un milieu, une fin, et une vraie forme de cohérence, qui peut être challengée, qui peut passer un cap supérieur et qui va être encore plus intéressant, mais qui n'a pas la frustration de dire si pour une raison X ou Y, elle ne va pas en saison 2 ou 3 ou 4 ou on ne sait pas, elle a une vraie cohérence et elle peut être vue sans se dire que c'est extrêmement frustrant parce que c'est qu'une bribe d'histoire. Et puis du coup, tu nous as proposé finalement de ramener du Japon directement dans la série en se nourrissant d'un personnage japonais, d'un tatoueur, plutôt que de partir filmer au Japon. Tout simplement d'avoir des personnages et de l'histoire du Japon dans la série, qui était plus simple finalement. Voilà, j'ai donc rejoint le corps du producteur en termes d'économie budgétaire. C'est ça. Alors, merci Pascal. Il y a peut-être d'autres questions parmi les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas. Oui, par rapport à la plante que vous avez inventée, en fait, son nom, il a une signification. Vous êtes inspiré d'un nom qui existe ou c'est vraiment une invention totale? Alors, c'est lié au fait que dans la langue japonaise, du peu que j'en connais, les noms sont des assemblages de kanji différents et c'était de rechercher 2 symboles différents et de les associer. Et Kaseichin, ça veut dire plante, esprit. Et donc, j'ai vérifié auprès de quelques amis japonais ou parlant japonais. Donc, en fait, on a pris le kanji de hana, mais on peut le dire ka. Donc, c'est la fleur. Et seishin, ça veut dire à la fois la psychogéographie, la psychologie, l'esprit.
Et donc, en associant les deux, on crée un nouveau mot. Il n'existe absolument pas en japonais. Donc, quand j'en ai parlé aux Japonais, ils m'ont dit « c'est étrange, c'est intriguant, mais pourquoi pas ?» Ça peut fonctionner puisque ça n'existe pas. Ce qui est marrant, c'est que Seishinka, par contre, à l'envers, ça veut dire le psychologue, celui qu'on va consulter. C'est tout nous, ça, inventer des choses qui n'existent pas, qui sont intrigantes. Voilà, donc ça peut tout à fait marcher. En plus, il se trouve que les Japonais sont très forts pour faire la même chose avec les mots occidentaux. Ils ont même inventé tout un alphabet, les katakana, pour écrire les mots de l'étranger pour être lus en japonais. Et au Japon, c'était très amusant de voir dans la rue des noms de restaurants, des noms de soirées sur des flyers, traduits en japonais avec des fautes. Donc finalement, on peut aussi nous prendre cette liberté à l'inverse et ça marche quand même. Et le cas Seishin avait aussi on va dire une justification thématique. L'idée, justement, dans ce principe de théorie Gaïa de la Terre qui fonctionne comme un environnement qui est en symbiose, c'était d'utiliser cette plante pour raconter précisément ça. C'est un petit peu comme Yggdrasil dans la culture nordique, l'arbre-monde qui est on va dire, aux racines de la Terre et qui émerge à travers les différents mondes. Voilà, c'était le fait de dire la Kaisei-Shin, c'est une partie émergente de l'esprit de la Terre qui trouve une façon d'interagir directement avec les hommes. C'est, on va dire, de l'écologie en échange direct. D'accord. Merci. Merci. Une autre question dans l'Assemblée? En fait, je voulais rebondir sur effectivement Kaisei-Shin parce qu'on a un autre terme codé finalement dans la série. C'est son titre, Night Maps. Ce serait bien peut-être de l'expliquer un petit peu plus. Alors évidemment, tout le monde au premier abord croit que ça veut dire les plans de la nuit. Et en fait, ça nous va bien parce que de toute façon, ça fait partie de l'ADN de la série. Mais pour nous, pour avoir évidemment un peu plus travaillé que cet aspect-là sur la pure traduction littéraire, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on prend plutôt le mot maps comme le côté dessin, donc c'est-à-dire quel est le but, quel est l'objectif. Et associé au mot nuit, du coup, c'est plutôt la nuit en parlant plutôt de la partie obscure ou de l'esprit. Donc, on est plutôt sur le dessin des forces occultes, les dessins de la nuit ou les dessins des esprits que purement Night Maps. Mais ça, on va l'expliquer à pas grand monde. Donc, ça sera notre petit secret à nous tous de savoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous pouvez évidemment continuer à nous suivre. On a un Facebook, donc Idéal Film Prod a un Facebook dont je vais mettre le lien pour que vous l'ayez dans la partie conversée. Dans la partie conversée, j'ai également mis le lien vers la campagne de crowdfunding. Donc, vous pouvez également y retrouver plein d'infos parce qu'en fait, ça nous sert à mettre à jour, en fait, à tenir au courant toute la communauté qui s'est créée autour de la campagne de crowdfunding au sujet de notre préparation. Là, actuellement, on est en phase de casting avec Julie. On a même un casting dimanche prochain, je crois, qui va nous permettre à Paris, parce qu'on a fait une première étape de casting en Occitanie. Et il nous manque encore certains comédiens sur certains profils. Donc, on refait un casting à Paris pour pouvoir ensuite comparer un petit peu le résultat de ces deux sessions. Et puis on va, avec Julie, on a un peu de travail de préparation, de découpage technique. Voilà, on est en train de boucler les budgets parce qu'on a une aide de la métropole de Toulouse qui va peut-être nous arriver demain ou après-demain. Voilà, donc on est devant toutes ces étapes et à chaque fois, on va renseigner sur la page Ulule toutes ces informations-là et aussi sur notre réseau social, donc sur le Facebook associé à Idéal Film Prod. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour
si vous voulez. Et puis, je le répète pour ceux qui en auraient la possibilité ou qui veulent nous aider à communiquer, diffuser, partager, appeler vos amis la terre entière. Nous faisons une campagne de financement participatif jusqu'au 31 juillet minuit, donc jusqu'à demain minuit. Ah, c'est le 31 juillet. 31 juin. 31 juin. 1er juillet. Il n'y a pas de 31 juillet. 1er juillet minuit, c'est-à-dire demain à minuit, je m'emballe les pinceaux. Et actuellement, nous sommes à 17 615, donc nous avons atteint 88%. C'est-à-dire que nous sommes même montés d'1% pendant cette conférence. Voilà. Et nous espérons atteindre les 20 000 euros, puisque la campagne Ulule, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que si on n'atteint pas les 20 000 de la cagnotte, eh bien, on redonne l'argent à tous les contributeurs, ce qui serait un peu frustrant. Il y a une question de Pascal Voglimachi qui dit « Cherchez-vous encore quel genre de profil, rôle d'ailleurs ?» Eh bien, écoute, Julie, est-ce que tu te sens, de développer un petit peu mais Pascal est comédien, n'est-ce pas? Tu es toujours comédien? Oui, je sais. C'est intéressé comme question. Alors, en fait, on a les rôles principaux qui ont Jules, 20 ans, Lou, 26 ans. Et après, les autres personnages sont quand même plus âgés. Donc, on a l'oncle Joseph qui a soit la bonne quarantaine jusqu'à 60 ans, mais on veut quelqu'un d'assez marqué par la vie, un peu le style un peu ouvrier. Enfin. Et puis, on va avoir les Japonais. On va avoir 2 Japonais et puis après on va avoir des mecs un peu garde du corps et ensuite on va avoir tous les figurants, mais bon, ça c'est plutôt intéressant pour les gens qui habitent la région. Tu habites où toi maintenant? Moi je suis toujours en région parisienne. Ah oui, ouais. On va pas déplacer des figurants de Paris malheureusement, mais pour plus tard, si dans les saisons prochaines il y a des rôles qui se dessinent, on pourra penser à toi. Avec plaisir. Merci à tous les participants de ce webinaire. S'il y a encore des questions, on peut encore laisser ouvert le micro, bien évidemment. Si pas de questions, il me reste l'opportunité de remercier Julie et Benjamin. Ça a été un plaisir de faire ça avec vous parce que les occasions de partager ça sont rares et sont précieuses. Je vous remercie pour la qualité de vos réponses et je remercie également les participants de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Oui, merci à tous les auditeurs d'être venus au rendez-vous. Merci beaucoup. Il y a une Erika qui habite la région, nous dit-elle, hein, donc je crois qu'il… intéressé. On va te recruter. Merci à tous et bonne fin de journée. Et n'oubliez pas Night Maps qui se tourne cet été, qui sera certainement visible dès l'automne pour son épisode pilote. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.